la future star du foot. Un documentaire qui vient de sortir explore ses dérives et donne la parole aux coachs, aux parents. Ça s'appelle 450 grammes, le poids de la passion, et son réalisateur Farid Bouadla est dans l'after. Salut Farid. Salut. Daniel Thibault Daniel, tu connais déjà? Je connais déjà. L'after. Farid, je l'ai connu il y a tout début, moi, quand j'ai démarré, c'était quoi, il y a 10 ans. Quand il était animateur radio, Farid, les radios associatives. C'est un passionné. Fréquence foot sur Valais FM, exactement. Ouais, Valais FM, j'étais allé prendre des bouquins. Exactement. Bien sûr, Roissy-en-Brie représente. Voilà. C'est un vrai passionné de foot, Farid. C'est plus Melun. Oh non, moi je suis limitrophe 93, Noisy-Champ. Ouais, Noisy-le-Grand. Marne, Torcy. Mais c'est vrai que Farid, ça fait des années. Exactement. Et Farid, c'était pour le livre de plus de 10 ans. Toi, c'était l'interview. Il y a plus de 10 ans. Oui, il y a plus de 10 ans, ouais, exact. Et tu es de retour ce soir donc, pour ce documentaire qui est dispo sur YouTube, sur la chaîne Golazo. Golazo TV, exactement. N'hésitez pas à aller cliquer. Pourquoi ce thème? Est-ce que toi aussi, tu as un fils? Tu as été tenté par un projet Mbappé à un moment ou un autre? Alors, effectivement, j'ai un fils. Il n'a pas dit non. Non. Tu sais, moi, je pars d'un principe. Dès l'instant où tu es passionné de football et que tu as un fils qui joue au foot, déjà, d'emblée, il y a une espèce de problème psychologique qui s'installe parce que il faut savoir que rêver pour son enfant, c'est une chose, rêver pour soi, c'en est une autre. Quand on a un gamin qui joue au foot, je serais un menteur de te dire que si tu me dis que demain, il joue au Real Madrid ou quand il était gamin, bien évidemment. Après, c'est de la posture que tu as vis-à-vis de ça. Est-ce que ça engendre? Parce que forcément, tu as des parents qui commencent à rêver pour leur gamin, mais ça engendre un comportement qui est problématique. Dès l'instant où c'est regarder son fils avec des étoiles plein les yeux en se disant si demain il joue en équipe de France ou dans n'importe quel club professionnel, bien évidemment, on est passionné de football. Maintenant, le problème, c'est la posture de ses parents et je le traite dans le documentaire, justement. Ouais. Alors, c'est pas un documentaire drôle, loin de là. Ouais. Ah non. Dès la première scène, on entre dans quelque chose qui prend une tournure assez dramatique. C'est un thème qu'on a beaucoup abordé, dont on parle beaucoup, mais il n'y avait pas de doc qui en parlait. Et surtout, toi, tu es vraiment allé voir les gens au plus près du terrain, des éducateurs agressés. Moi, c'est des choses que j'ai évoquées dans mon bouquin, mais voir la tronche des mecs, je trouve que c'est fort. Que tu sois allé voir les gars comme ça et que tu comprennes leur détresse. Les gars, les éducateurs qui se font frapper par des parents qui pètent un câble. Et on déroule ton doc et on se dit... c'est presque flippant parce que je vois pas d'issue, quoi. Tiens, la folie, elle s'est tellement emparée. Limite, dans la foulée, il faudra faire les entraîneurs qui se prennent tous pour Guardiola. Parce que ça, il y en a un paquet qui veulent recruter le gamin et qui veulent le conseiller à un club pour pouvoir croquer au passage et tout. Enfin, là, j'anticipe pour d'autres docs, mais déjà, restons sur celui des gamins. C'est ton prochain thème. Je sais pas, en fait, ce qui m'a le plus perturbé, choqué. Je pense la scène du père avec le môme. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est même pas, on a l'impression que c'est pas réel, que tu lui as dit de faire ça. C'est fou. Alors justement, c'est vrai que faut bien expliquer pour ceux qui nous écoutent. Donc vraiment, voilà. D'abord, c'est les éducateurs qui sont pas, et après, on arrive. Tu nous emmènes doucement. Tu parles des tarés machin, et puis là, on a un devant nous, quoi. Voilà. Alors moi, visage flouté et tout. C'est ça. Moi, ce que je voulais absolument dans ce documentaire, c'était qu'on puisse voir clairement la folie des parents, parce qu'on en parle. On parle des agressions, on les voit pas. Un mec met en scène sa folie, il y a une marche quand même. De mettre en scène, c'est un grand mot. C'est-à-dire que là, il faut bien se mettre en tête une chose. Je dis pas que c'est toi qui mets en scène, c'est lui. C'est-à-dire que lui, complètement fou. La plupart des gens qui justement en viennent à avoir des comportements complètement déviants se rendent même pas compte de leur folie. Et à un moment donné, moi, je me posais la question, comment est-ce que je vais réussir ? Parce que j'avais la difficulté d'avoir le sujet du projet Mbappé qui prenait de l'ampleur au mois de décembre. Moi, j'ai attaqué le documentaire longtemps avant et on parlait pas forcément de cette problématique d'un point de vue médiatique. Décembre, je crois que c'est le moment où à Marseille, un éducateur se fait poignarder par un père, c'est ça? C'était un petit peu avant. Un peu avant. Décembre, il y a eu l'Inas Montlhéry, il y a eu Villejuif, il y a eu pas mal d'autres clubs. Et comme il y a au début dans la bagnole, là, c'est ça, c'est Villejuif. Ça, c'est Villejuif. Ça, c'est à Villejuif où il y a eu une altercation et il n'y a pas eu de coup de couteau, il n'y a pas eu d'arme de sortie, mais il y avait une arme présente, c'est les éducateurs qui l'ont prévenu dans la manche. Ouais. Forcément, ça a figé l'entraîneur. Donc, comme la problématique des parents fous sur les terrains a commencé à prendre de l'ampleur, les parents les plus lucides, mais qui étaient un petit peu dans cette posture de faire un projet avec leurs enfants,
quand tu commences à leur parler, ah non, pas moi, moi je le laisse faire, moi j'aime bien, je l'entraîne, mais c'est pour lui donner toutes ses chances, c'est son rêve. Donc j'avais tout de suite une version un peu édulcorée. Et ce qui a été un petit peu pour moi une aubaine, c'est de tomber sur un ami qui m'a dit, moi je connais un ami qui est complètement allumé. Il assumera qu'à moitié. Tu es prévenu qu'il y avait un taré qui traînait dans le coin. Non, moi forcément j'ai recherché. J'ai recherché un petit peu, est-ce que tu connais des éducateurs? Parce que les éducateurs, je pense que c'est les premiers interlocuteurs. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, je connais un père, tu vas pas être déçu, mais je sais pas s'il parlera devant la caméra. Donc, force est de constater qu'il a accepté, à visage flouté, et ainsi de suite. Il faut juste préciser ce qu'il dit, parce que c'est quand même une dinguerie, vous allez le voir. La scène, elle est folle. Alors, il arrive avec son fils sur un petit terrain vague. Déjà, il lui dit, on l'entend dire, bon, les passes, on s'en fout, c'est que les buts. Bon, déjà, ça, c'est rien. Et après, pendant qu'il l'entraîne, donc il lui montre des feintes, il lui dit, voilà, c'est ça que les recruteurs, ils veulent, c'est cette feinte-là, donc vas-y, tu me l'as fait. Alors, j'ai noté. En plus, le monde, il a l'air nul. Oui. Le gamin est tout jeune. Il a 5 ans, il a quasiment presque 6 ans. Il a presque 6 ans. Évidemment qu'il n'a pas de niveau à cet âge-là. Mais moi, ce qui me. Il lui dit si tu réussis pas, t'as pas de goûter, il lui dit. Oui, bon, ça c'était un petit peu. Je pense que. Pour avoir discuté longuement avec lui, c'était pas un parent tortionnaire. Il n'était pas. Enfin voilà. Il le dit avec le sourire, mais c'est flippant quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les parents qui sont dans une posture de passage à l'acte vis-à-vis d'éducateurs, vis-à-vis d'une certaine forme de violence. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de visu un papa complètement dingue qui assume son projet. Lui, il est dans un projet, clairement. Mais si c'était lui, ça va encore. Mais faut voir toute la partie de parents qui n'assument pas ça devant une caméra, qui n'assument pas ça devant des éducateurs. C'est rassurant qu'il n'assume pas encore devant une caméra. J'ai envie de te dire, à la limite, ils se rendent compte, ils ont un moment de lucidité en se disant, soit je suis ridicule, soit c'est dangereux ce que je suis en train de faire, quoi. Mais à la limite, bon ça. Finalement, le fil conducteur de tout ça, c'est que tu as un parent qui voit son môme qui est peut-être un petit peu meilleur que les autres et qui se dit, et d'ailleurs je crois que le père Taré, il le dit à un moment, il dit, lui c'est ma retraite. Ouais. Donc c'est la dimension sociale finalement. Mais tu sais, c'est la dimension économique. Mais tu vas me faire changer de classe sociale, je vais gagner de l'argent grâce à toi, et on va faire comme les stars de la télé qui gagnent des fortunes et qui qu'on voit à la télé plutôt et qui nous mettent à l'abri. Ouais. Tu vas faire chauffer la marmite. Mais tu vois, tout à l'heure je t'ai dit, j'ai un gamin qui joue au foot. Quand il a toujours eu un ballon entre les mains, entre les pieds, toujours à jouer en bas. Combien de personnes m'ont dit c'est ta retraite, lui, c'est ta retraite. Donc c'est pas une expression, c'est ta retraite. Mais bien sûr, mais c'est une expression. Ce que je veux dire par là, c'est que ce papa, c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, c'est même pas l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est un exemple lui, il est extrême, parmi tant d'autres. C'est tellement passé en fait dans le langage, c'est tellement passé dans l'idée commune que ça devient effectivement une plaisanterie. Qui petit à petit, c'est plus une plaisanterie, et petit à petit, certains la prennent vraiment au sérieux. Complètement. Est-ce que ça concerne, Farid, que des gens issus de milieux pauvres, très défavorisés, ou pas forcément? Non. Dans le foot, majoritairement, c'est pas des milieux aisés dans le foot. Donc, on peut dire que c'est par la force des choses, les exemples qu'on a. Mais attends, après, on va répondre à ça, mais on n'aura certainement pas le temps, mais il se trouve que moi j'ai fait tout ce parcours-là dans le tennis. Oui, donc j'allais te dire, dans le tennis, c'est comme ça. On n'a pas des gens de milieux défavorisés. Ton père, il disait t'es ma retraite aussi. Hein, ton père, il te disait t'es ma retraite? Non. Si tu ratais pas le match, tu n'avais pas le goûter? Non. Là, c'est quand tu le préparais pour l'after. Parce que moi, j'ai jamais fait de sport-études. En revanche, mon fils l'a fait. Donc c'est toi qui veux ta retraite. Pendant 10 ans, j'ai vu tout cet univers-là. Si ça marche pas l'after, il dit bon. Donc c'est pas forcément. Là, pour le foot, en l'occurrence, oui, puisque majoritairement, ceux qui vont au foot sont des gens de classe plutôt défavorisée. Donc, il y a la volonté de s'extraire, de gagner de l'argent. Après, il y a qu'est-ce que tu mets dans l'espoir que tu places en ton fils? C'est que l'argent ou c'est la réussite que toi, tu n'as pas eue? C'est la psychologie, elle serait à étudier. Mais il y a une dimension économique qui est très forte. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quand tu parles de classe sociale dans le football, évidemment, il y a une grande majorité qui vient des classes populaires et qui pourrait voir le football comme un ascenseur social. Bien sûr. Mais j'ai envie de te dire que moi quand je dis ça, pardon Farid, plus qu'ascenseur social, j'entends une revanche sociale. Ouais, souvent les parents déviants, les parents qui passent à l'acte. D'ailleurs, Richard Duhautois, qui est contributeur dans la revue également,
raconte très bien ça. C'est qu'en réalité, les gamins, la sociologie des gamins qui réussissent ou qui vont dans les centres de formation, c'est pas des gamins les plus pauvres. Ouais. C'est les gamins, au contraire, qui sont d'un milieu peut-être un peu plus équilibré, un peu plus cultivé, être capable de supporter ce que demande l'exigence. Et que le mythe qu'on raconte ici, qu'on raconte dans tous les docus de footeux, dans tous les bouquins de footeux, du gamin qui sort du ruisseau et qui arrive tout en haut grâce à la force de ses rêves, il faut dire aux enfants que c'est du bullshit, ça. Bah, C'est une histoire qu'on raconte. Clairement. C'est comme ça qu'on raconte les histoires. Tu fais des films, tu fais des docs, moi j'écris des livres. Effectivement, il faut mettre en narration tout ça. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas une courbe tout droite où tu vas arriver à un truc très fort et puis ça va finir par arriver. Ça, on raconte ça dans les bouquins de développement personnel, on raconte ça dans les docus de Pogba, les docus de Benzema, etc. Mais en réalité, ça fait du mal aux gamins. La problématique des parents, c'est la partie visible d'un problème qui est plus global dans le football. Quand je parle du football amateur, qui se met un petit peu trop au service et regarde trop à travers le prisme du professionnalisme. Comme je le souligne dans le documentaire, sans trop spoiler les chiffres que j'ai à l'intérieur, la proportion de joueurs professionnels sur l'ensemble des licenciés en France, c'est 0,55%. Et pourtant... 0,05 je crois, non 0,055%, ouais, c'est moins de 1%. Et pourtant, c'est à travers ce chiffre-là que tout le monde, les parents, les joueurs, les éducateurs, les clubs, alors je vais peut-être pas dire les instances, mais disons que tellement ils ferment les yeux. C'est-à-dire qu'on regarde le football à travers ce prisme-là. Et forcément, quand on a cette posture de se dire que quand on est sur un terrain, on se met à rêver de devenir professionnel, que quand on est éducateur, on rêve qu'une seule chose, c'est de faire signer des joueurs pour qu'ils deviennent professionnels. Quand on est un président de club ou des dirigeants de club et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de se dire je vais faire signer des joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une manne d'argent pour les clubs. Quand on a un joueur qui signe professionnel, quand il y a un transfert, il y a des indemnités de formation, qui est une très belle démarche, mais finalement qui pervertit aussi un petit peu les choses. Les mecs, ils veulent chercher la future pépite du coin, ils le mettent dans leur club. On regarde que ça. En plus, les subventions baissent, donc tu as besoin de financer aussi tes éducateurs. C'est ça. C'est pas forcément au départ une mauvaise intention. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde tire dans ce sens-là. Et que les clubs deviennent non pas des lieux de vie, mais des lieux de consommation. Tout le monde consomme sa séance pour devenir pro. Les éducateurs, ils se voient déjà entraîner, sans forcément parler des éducateurs, parce que c'est pareil. Dans le documentaire, j'essaye plus ou moins d'expliquer pourquoi on en arrive là. Parce que le problème des parents, c'est aussi les conséquences des dérives des clubs, les dérives des éducateurs, les dérives de tout ça. Et en réalité, je pense qu'il y aura des suites à donner à ce documentaire. Il y aura peut-être malheureusement d'autres épisodes, mais en tout cas, c'est plus le constat de la violence des parents qui est la conséquence et l'épiphénomène d'autres choses. Alors, pour moi, la discussion est intéressante et il faut distinguer plusieurs choses. Que des gens veulent s'en sortir par le biais du sport, je vois pas de mal à ça, moi. Qu'on monte un projet, qu'on essaye et tout. C'est large le sport, hein. Tu peux être avocat du sport, tu peux être podologue, tu peux être journaliste sportif. On le dit dans le documentaire. Non, mais c'est ce que dit Ismaël d'ailleurs dans le. Exactement. Moi, je parle du petit champion. Bien sûr. Pardon, petit champion. La différence entre obsession et folie. La frontière, c'est, oui, à mon sens, le père qui met une tarte à l'entraîneur, pire un coup de couteau, tu l'as pas fait jouer, tu le mets pas dans de bonnes dispositions, tu lui gonfles la tête, tu fais venir des gens pour le taper. C'est toute cette violence du quotidien qui désormais a envahi notre football. Si tu gommes ça, entre obsession et folie, la frontière, je ne sais pas comment la déterminer, parce qu'aujourd'hui, tous les exemples de champions, je vais venir au tennis, mais ça existe dans le foot, avec l'exemple Thierry Henry par exemple, mais dans ce cas-là, dans le tennis, il n'y a que des fous. Bien sûr, mais tout le sport de niveau. C'était une folle avec son père. Martina Hingis, c'était pareil. André Agassi, la bio d'Agassi. Sa bio est passionnante sur le sujet. Le père était totalement... La méthode Williams. Quand tu mettais ton môme dans l'académie Nick Bollettieri, la méthode Williams, c'était la pension du 19e siècle. Daniel, bon exemple, à croiser aussi ce que je disais tout à l'heure sur la méthode Williams. Là, on va passer des messages qui disent ouais, très bon film. Mais non, mais c'est une horreur en fait. Et c'est pas une horreur. Elles sont heureuses aujourd'hui, les filles. Elles avaient un père qui était qui lui était dans la revanche sociale. Lui était dans la revanche sociale. Mais tout ça, leur histoire à elle. N'empêche qu'il a écrit une histoire. Ça peut pas être un modèle, Daniel. Ça peut pas être un modèle. C'est ça le problème, c'est qu'on présente ça comme étant un modèle. Le problème, ce n'est pas d'être un modèle. Moi, je suis en train de dire que c'est difficile de juger. Attends, laisse-moi terminer, Thibaut. Le problème, c'est que je ne suis pas en train de dire. Je porte pas un jugement sur. Il est fou, il est pas fou, ou c'est un modèle, c'est pas un modèle. Lui, il a écrit son histoire comme ça. Si pour certains c'est un modèle, pourquoi pas?
Et les filles aujourd'hui, ce gars-là a quand même façonné 2 championnes extraordinaires. Non, mais surtout, là, il y a une Qu'on énorme soit d'accord différence. ou pas avec sa façon de faire. L'histoire, elle est absolument fabuleuse. Et tout le monde le prenait pour un taré. Quand il les a mis, ses filles, dans des académies, les mecs le prenaient pour un Sauf fou. que- Oui, non, sauf que- il y a quand même une principale Pour moi, différence. la c'est qu'il seule y a- non, mais il y frontière, a- c'est quand tu frappes, quand mais on c'est arrive ça, à la c'est violence. ça. C'est Il y a, ça. il y a Le comment on reste- traite l'enfant, et puis il y a les agressions d'éducateurs. Dans le tennis, on n'en est pas là. En général, Mais on va tu pas. plaisantes, Thibaut, mais je Non, t'assure. c'est Et là, sûr. on n'est pas dans des Violence, milieux défavorisés, c'est Tennis, des milieux, c'est c'est un des des sports milieux les plus violents, moyens tennis. et favorisés. Mais j'ai fait 10 ans ça, moi. Mais même moi, on aurait pu me prendre pour un taré. Parce que si tu veux Non, mais construire. d'accord, j'ai pas vu aux infos un père de, tu vois, Ah, c'est mettre moins un coup de spectaculaire, boule à c'est voilà. Tu vas peut-être pas avoir Voilà. ça, mais on peut très bien juger taré. Moi, j'ai vu mais même moi, je crois qu'une fois, j'ai sorti mon fils d'un cours Ça m'étonnerait. parce qu'il s'énervait, parce que quand tu construis cette espèce de projet dans lequel on te formate à 7 ou 8 ans en te disant, écoute, si tu veux vraiment y arriver, et vu que tu as des capacités, parce que tu as tout pour toi, parce que tu as commencé à jouer à 3 ans et demi, parce que moi je l'ai mis à 3 ans et demi, tu vois, Ah ouais. et il adorait ça, et c'était machin, tout ça. Ben, si tu n'es pas dans le sacrifice permanent, on te dit à un moment, de toute façon, c'est un projet de famille. Donc ça veut dire, toutes tes vacances, c'est autour il faut qu'il y ait un club ou un terrain pas loin. Il faut tout le temps jouer. Il faut perfectionner éventuellement avec des cours à côté. Le matos, ça coûte. Mais à un moment, si tu n'es pas dans l'obsession, il n'y a pas d'issue en fait. Donc, T'as des juste- gens qui sont complètement obsédés Ouais. par le fait de faire 3 grilles de loto par semaine pour essayer de gagner. Pourtant, la proportion, tu Il y a vois, moins de chance. Ouais, mais non, il a mais raison. la proportion de chance de gagner au final, elle est Pareil, infime. ça, la Par contre, réalité, le C'est ça, slogan de la, la réalité, mais le le- réel, c'est ça. non, mais- jouer sur les oui, mais choses quand le t'as slogan de la un Française bébé des jour. Jeux, Parce que le t'es slogan de la bercé par Française des des Jeux, c'est récits, on est 100% bercé- des gagnants ont tenté leur chance. Parce qu'on est bercé en permanence, et je le mets en comparaison avec les films dont on nous abreuve sur Netflix et autres, les films des carrières de sportifs. On est abreuvé par ces récits où quelqu'un qui a un peu moins, qui a pas forcément d'esprit critique, ou qui connaît pas les ressorts de ces films-là. Il se dit, bon, bah, alors, un tel, il était très pauvre, il a beaucoup travaillé, il a un rêve, il a eu un jour quelqu'un lui a donné la chance, il est arrivé, il est devenu milliardaire. Et, C'est très facile de prendre le récit à l'envers. et ça se passe Ouais. comment, Thibaut, en vrai? Mais c'est pas comme ça Mais- la vie, Daniel. C'est Ah pas, bon c'est pas L'histoire linéaire de comme Lionel ça. Messi, C'est pas linéaire comme C'est ça. quoi l'histoire de Lionel Messi? Lionel Messi, pas c'est des passé parents plein de complètement choses. tarés, Ouais, mais est-ce que Lionel Messi qui serait étaient devenu- un modèle qui C'est pas du tout un qui modèle. étaient prêts à le mettre sous C'est la hormones première fois qu'on pour prenait. que- C'est la mais première le fois meilleur qu'on joueur de C'est la l'histoire. première Oh, mais fois qu'on Daniel, prenait un est-ce que- mineur. C'est à cause de Messi qu'ensuite est arrivé le projet Messi où chaque Alors, club voulait récupérer son joueur mineur. Farid. Or Mais c'était illégal. C'est pour ça que le Barça ne le faisait pas bien. C'est parce que c'était illégal. Farid. Messi Ça, serait personne le devenu raconte, ça. Messi serait devenu Messi sans projet Messi. Zidane serait devenu Zidane sans projet Zidane et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour moi, il y a une catégorie de joueurs qui sont intrinsèquement des champions nés. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ah, écoute, moi j'en suis intimement persuadé. Et c'est en mettant, ouais, mais c'est en mettant ça dans la tête des gens que justement on arrive à des dérives. Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude que si derrière tu n'as pas une forme d'obsession à la performance, machin, tu t'en sors pas. Et les déviances, là en revanche, je ne défends pas parce que les déviances que ça peut occasionner, justement, c'est que dans ce bain énorme de concurrence avec cette avidité qui est là tous les jours parce que c'est l'argent, le moteur, hein, là ça donne les déviances. Mais parce Ouais, qu'on a ce qui oublié. veut dire- Zidane, il ouais, était mais pas dans cette ouais, mais ce qui veut époque-là. dire que finalement, il avait moi, pas besoin de l'obsession de ses je parents. reste persuadé, Daniel, que si aujourd'hui tout l'argent qui est dans le football n'existait plus et qu'on le mettait dans le volleyball, beaucoup serait au volleyball. Et je reste persuadé que Zidane serait encore dans le football, Maradona serait encore dans le football, et ainsi de suite. J'en suis intimement persuadé. On n'est pas dans la même époque. On va faire Zidane, on est encore dans l'artisanat. Oui. C'est le gars qui joue mieux que l'autre, Alors, à Cannes. c'est il arrive peut-être à vrai- Bordeaux. plus vrai aujourd'hui, c'est vrai. Zidane, à son époque, à Bordeaux, jusqu'à ce qu'il arrive à la Juve, et encore même un peu à la Juve, je t'assure, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Il y a juste son talent avec le ballon, et on se dit, s'il se met pas un peu à courir, à bosser, à machin, ceci, Bah, il cela et tenait tout, qu'une mi-temps, ça va être compliqué. Alors, les gars, il tenait qu'une mi-temps, On va c'était chaud. pousser. Je voudrais qu'on accueille Thomas au 32-16 qui nous a appelé. Salut Thomas, bienvenue dans l'After. Salut à tous, bienvenue. Et toi Bah, merci, enfin, en l'occurrence. Bon, quand est-ce qu'on vient chez toi, Thomas? Qu'est-ce qui t'a fait réagir? Alors moi, sans revenir sur le côté des papas, des mamans, des éducateurs, parce que je pense que vous avez dit pas mal de choses par rapport à ça. Donc des éducateurs un peu fous qui utilisent par exemple des terminologies utilisées dans le milieu professionnel sur les gamins qui vont de 6 à 11 ans, 12 ans, voilà, qui se prennent pour les nouveaux Guardiola en tout cas. Des parents un peu fous, aujourd'hui on parle beaucoup des papas, donc les agressions verbales, physiques, voire même avec des armes, un couteau et autres. Il y a aussi le côté des mamans, je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que nous on le vit aujourd'hui. Moi ça fait des années que je suis dans le football.
en tant que joueur, en tant qu'éducateur, dirigeant, responsable d'école de foot à 11. Donc, je vais vous dire, j'en ai vu énormément. Et malheureusement, aujourd'hui, on a aussi des mamans isolées, qui ont un gamin qui a des qualités. Et de juste ce côté de la qualité qui vont faire des avances, clairement, à des éducateurs, à des responsables, à même des recruteurs, pour que leur gamin ait ne serait-ce qu'une petite chance d'être vu, d'être testé, ou même entrer dans un centre de formation. Et c'est vrai que ce que tu dis dans ton reportage, Farid, il en est aussi question. Justement, je crois que c'est un père qui est à fond dans un projet Mbappé, justement, qui parle de la concurrence, entre guillemets, entre projets. Et c'est ce qu'il dit aussi. Il dit moi, si je vais pas voir l'entraîneur, il va mettre le fils dont la femme, effectivement, a proposé des avances. C'est ça. Bah, voilà. Tu te rends compte où on en est là, quand même. C'est-à-dire que quand ça va être un papa, la dérive la plus grave va être la violence. Quand ça va être une maman, ça va être peut-être utiliser des charmes ou des choses comme ça. Ça, mais forcément, on est face à des postures de gens qui sont dans une matrice. Voilà. C'est que ça a mis ça. Ouais, mais clairement. Mais après, encore une fois, parce qu'on va être pris par le temps, mais. Mais quels sont Thomas il y a un aspect sur lequel moi j'aimerais vraiment revenir qui est très important. Moi, je voudrais savoir aussi les solutions. Est-ce que vous voyez comment on peut se sortir de ça? Est-ce qu'il en existe surtout? Parce que dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment alerter. Il y a vraiment là aujourd'hui, moi ça fait 5-6 ans, voire même 7 ans que je le vois venir. C'est pour vraiment tuer ce projet entre guillemets, ces folies dans l'œuf qui est déjà bien mature. Il faudrait déjà alerter. Et même au niveau des médias, s'il vous plaît, il n'y a qu'une seule personne, sincèrement, qui est sur le plateau aujourd'hui, qui est Daniel Riolo, qui en a plus ou moins parlé, mais il a un nom, ça engendre des poursuites judiciaires et tout ce qui va avec. Moi, aujourd'hui, je peux le dire. Le grand banditisme dans le football de haut niveau, il y est, on le sait. Mais aujourd'hui, le petit banditisme dans les quartiers populaires, avec... tu peux pas dire que j'en parle pas depuis des années. Hein. Ah oui, non, complètement, mais on peut que l'effleurer parce qu'il faut des preuves, il faut tout ce qui va avec. C'est une chose, mais derrière nous, au niveau le plus bas, les mecs de quartier ou autres qui étaient dans le trafic de drogue, entre guillemets le petit banditisme, ce que vous voulez, les larcins, les vols, aujourd'hui, ils ont une manne financière qui est importante. Ils peuvent prendre des gamins. Mais bien sûr, je l'ai raconté dans mon dernier bouquin. J'ai même raconté ici à l'antenne ce que m'avaient confié des policiers. Ils m'avaient dit, des enquêteurs, ils m'avaient dit, vous allez voir que ça va arriver parce que les mecs se sont rendus compte que c'était moins dangereux que le stup. Farid. Écoute, ce dont fait allusion Thomas, c'est inhérent au monde où il y a forcément beaucoup d'argent. Exactement. Maintenant, le truc, c'est quoi? On a parlé. Mais là, on a parlé plus ou moins de solutions. Selon moi, les solutions, on n'en a pas beaucoup. Mais une des solutions les plus importantes, c'est d'essayer de déconstruire un petit peu les idées reçues des gens en général qui gravitent autour du football. C'est-à-dire que quand on parle d'un monde où il y a beaucoup d'argent, si on le met en perspective avec le monde financier, le football, c'est que dalle. C'est pas grand-chose. Et ton film, il a été financé, Farid? Non, voilà. Oui, alors, à la question. C'est pas moi que tu vas convaincre en disant que la passion et l'envie fait beaucoup de choses. Et justement, on rattrape un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Le Last Dance de Jordan, il a coûté combien? Je sais pas, mais j'aurais aimé avoir le même budget. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu as un gamin qui rêve, il y a deux façons de rêver. Mais aujourd'hui, il rêve de la mauvaise façon. Il rêve dans l'optique d'avoir de l'argent. Il rêve dans l'optique de devenir professionnel, ce qui implique implicitement gagner de l'argent. Le rêve, c'est gagner de l'argent. C'est pas jouer la Coupe du Monde. Il y a une vraie nuance entre vouloir jouer la Coupe du Monde, vouloir gagner la Ligue des Champions, vouloir jouer au Real Madrid. Ce que tu veux. Quand t'es gamin, tu dois rêver à ça. Le problème, c'est qu'on incite, à travers une posture du football en général, on incite à penser comme ça, à voir le football non pas sous l'aspect sportif, purement sportif du terme, mais sous l'aspect réussite. J'ai l'impression qu'à Farid, on a un peu oublié que le football aussi, d'abord, c'était des clubs, c'était des petits clubs, c'était faire gagner ton club, faire gagner tes potes. Ouais, mais aujourd'hui, ça passe bien après, parce que aujourd'hui, on montre la part de lumière de Mbappé. Le projet Mbappé, c'est une lumière, c'est très bien. La part d'ombre qui va avec, personne n'en parle. Justement, avec le documentaire, j'essaie d'en parler. C'est fait dans ce documentaire, c'est fait ce soir. Il y a cette manne financière qui est importante, en tout cas pour les familles qui sont en difficulté, parce que quand les clubs arrivent, aujourd'hui, même au niveau des clubs, 80 000, 100 000 euros pour prendre un gamin à 10 ans, 11 ans, l'avoir pendant 4 ans, les familles, ça fait tourner la tête, très clairement. Bien sûr. Au-delà de ça, quand je dis la part d'ombre qui va avec, nous aujourd'hui, on essaie d'alerter. Moi, un exemple tout simple.
des parents en colloque, voilà, en réunion, parce que bon, on accompagne des jeunes footballeurs aujourd'hui avec notre association. Les parents en colloque, sur une réunion toute simple, vous les mettez. Ils ne voulaient rien entendre. Sur la part d'ombre du football, ça passe pas, parce qu'il y a l'argent. Ils leur ai demandé une chose simple à 3 parents, de se mettre au milieu d'un petit cercle qu'on avait fait et de prendre la parole. Pour la majorité, ils bégayaient. Pour des hommes et des femmes de 30, 35, 40, 50 ans. Et je leur ai dit, vous voyez, votre enfant, vous allez le mettre sur un rectangle vert avec 5 000, 10 000, 15 000, 80 000 personnes pour ceux qui vont au plus loin. La pression que c'est pour un enfant, eux ne voient pas ce côté-là, c'est pas palpable pour eux. Mais pour des parents, c'est important de les alerter et de leur faire comprendre que c'est une vie qui va bouleverser la vie de l'ensemble de la famille, parce que aujourd'hui, il y a des joueurs de foot qui sont rançonnés parce qu'on va enlever le petit frère, la petite sœur, le cousin, et que derrière on dit on tient ton cousin, si tu ne nous payes pas tant, on ne le relâchera pas. Des footballeurs très connus à qui c'était arrivé très récemment. Ouais. Et après on se pose la question à savoir pourquoi ces joueurs-là sont moins performants. C'est bien ce que tu dis parce que c'est tellement vrai, et comme tu l'as précisé tout à l'heure, pour nous, enfin moi j'entends ces histoires depuis très très longtemps, j'en parle beaucoup, mais c'est tellement dur d'avoir des preuves. Parce que souvent on se dit, tellement dur. Souvent les parents disent le jeu en veut la chandelle. Il est là le problème, c'est que le calcul, même si c'est 0,5%, ils sont prêts à parler mal à leur gosse, à le mettre dans des situations atroces pour ce 0,05%. Oui, mais c'est ce calcul-là qui est dégueulasse. Ce que je voulais dire, c'est sur la révélation de ce genre de sujet. C'est pour ça, félicitations Farid, déjà pour le thème que tu as abordé là. Mais il y en a d'autres aujourd'hui dans le foot qui sont même pas des digressions, d'autres thèmes importants autour de ton thème à toi. Je sais pas, je pense que tu n'auras pas les preuves pour le racket, le petit banditisme et le grand qui sont en ce moment. Je te conseille même pas d'aller mettre le nez là-dedans parce que ça peut être dangereux. Mais c'est ça qui va devenir compliqué pour nous tous maintenant. C'est comment, parce que l'auditeur, c'est vrai ce qu'il dit. Il y a parfois des performances de joueurs, il y a des transferts qui s'expliquent comme ça. On l'a dit 1000 fois, mais N'Golo Kanté. Qui n'a jamais voulu revenir à Paris. Je l'ai dit dans mon livre, mais quand chaque année on disait il va peut-être venir au PSG. Mais c'était mytho, et je le disais chaque année, arrêtez de croire qu'il va revenir, on sait tous qu'il ne reviendra pas parce qu'il ne peut pas revenir. Donc maintenant il est en Arabie Saoudite, il est peut-être plus tranquille, mais il a beaucoup souffert de ça. Matuidi a souffert de ça, beaucoup de joueurs ont souffert de ça. 10 secondes Farid. 10 secondes, juste pour te dire que Daniel, je suis conscient qu'il y a des problématiques dans le sport de haut niveau, des problématiques graves, mais c'est le sport de haut niveau. Là, moi, ce que je veux protéger, c'est au moins le sport amateur et les jeunes. Et justement, si je devais donner un conseil au club, c'est déconstruiser les idées reçues sur le football. Une carrière de joueur, ça peut être très très court, c'est même souvent très court. On gagne pas souvent beaucoup d'argent. On peut bien jouer au foot et pas devenir pro. Voilà aussi, et on peut jouer jusqu'à 80 ans. Dans le document. Ça fait moins rêver. En tout cas, bravo et le courage qu'ont eu les gens dans ton doc de parler. C'est tout autoproduit, c'est Farid qui a tout fait, qui a tout financé. Dites-vous que si votre fils est nul au foot, au pire il sera journaliste sportif, c'est comme nous tous.